La source de vie vous emmène aujourd'hui sur les traces du judaïsme alsacien. En fait, je devrais dire sur les traces du judaïsme rhénan, car pendant très longtemps, le judaïsme alsacien se confond avec le destin de toutes les communautés du bord du Rhin, qu'elles soient ce que nous appelons aujourd'hui allemandes ou ce que nous appelons aujourd'hui françaises. Jusqu'en 1648, en effet, les Juifs vivent sous le régime des princes allemands et ensuite sous régime français, mais peut-être n'anticipons pas. Nous sommes, pour cette première émission, dans le musée de l'œuvre Notre-Dame près de l'Ain, des témoignages les plus anciens de l'histoire du judaïsme alsacien, la synagogue aux yeux bandés. Dans le musée, car l'original de cette fameuse synagogue se trouve dans le musée, la reproduction, vous pouvez la voir sur le versant de la cathédrale, et il suffit de regarder le visage de cette synagogue aux yeux bandés pour se rendre compte que finalement elle est assez souriante, il n'y a rien de caricatural. Et c'est un peu comme ça que les Juifs sont vus au Moyen-Âge par les chrétiens. Évidemment, c'est un peuple qu'ils considèrent comme déchu, comme devant être avili. La synagogue a les yeux bandés parce qu'elle n'a pas reconnu Jésus, mais elle n'est pas vue, et les Juifs ne sont pas vus, comme des bêtes, comme des diables. C'est plus tard qu'on va commencer à développer cet antisémitisme virulent que nous connaîtrons au Moyen-Âge chrétien. Nous allons aujourd'hui vous emmener dans un certain nombre de lieux qui nous permettront de revivre ensemble cette histoire du judaïsme alsacien au Moyen-Âge. Aucune région n'a joué un rôle aussi important dans l'histoire du judaïsme français que l'Alsace, et l'on n'en finirait pas de citer ni la liste des communautés urbaines et rurales qui y fleurirent sans interruption depuis quelquefois 15 siècles, ni celle des personnalités éminentes que l'Alsace a fournies au judaïsme et à la vie politique de la France. Nous aurons l'occasion de parler du patriotisme des Juifs alsaciens. Mais ne commettons pas d'anachronisme. Au commencement de son histoire, l'Alsace n'est ni française ni allemande. Elle est l'Alsace. Elle fait un temps partie du royaume franc, mais le Rhin ne la sépare pas vraiment du royaume des Germains. Dès les origines de la pénétration des Romains, elle devient bilingue. On y parle le latin et le vieil allemand. Par la suite, on le sait, au hasard des guerres et des conquêtes, l'Alsace sera tantôt partie du Saint-Empire germanique, tantôt, après Louis XIV, de la France. C'est d'ailleurs avec les légions romaines que les Juifs sont venus s'installer ici, et au début du Moyen-Âge, il est bien difficile de distinguer ceux qui sont de ce côté du Rhin et ceux qui sont de l'autre côté. Le judaïsme alsacien est une partie du judaïsme dit rhénan. Il ne diffère pas beaucoup des communautés juives qui sont de l'autre côté de la vallée du Rhin, et ceci jusqu'à la Révolution française pratiquement. Le langage est le même, les frontières ne sont pas aussi étanches qu'elles le sont devenues ensuite, on se marie de communauté à communauté. Il est très difficile de faire une différence entre le juif qui habite d'un côté du Rhin et celui qui habite de l'autre côté. La première croisade n'a pas laissé de trace ici. Au moment de la préparation de la seconde croisade, il y a eu quelques mouvements anti-juifs, mais qui n'ont pas été des massacres comme dans la vallée du Rhin. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que l'on commence à parler sérieusement, documents en main, des Juifs eux-mêmes. Est-ce qu'on en parle avec sympathie ou comme d'un membre de la collectivité? Les premiers documents qui parlent des Juifs d'Alsace sont les documents qui interviennent surtout pour limiter leurs droits, les impôts qu'ils auront à payer, les lois qui les empêchent d'exercer un certain nombre de professions, surtout les professions publiques, et puis petit à petit qui restreindront le droit de séjour, le droit de propriété des Juifs, et ceci jusqu'au fin du XIIIe siècle. Il faut dire qu'à ce moment-là, les Juifs en Alsace sont ce que l'on appelle des Kammerknechten, des serfs de la chambre impériale. Donc théoriquement, c'est l'empereur, le maître de l'Empire romain germanique, qui est le protecteur et le défenseur des Juifs. Mais en réalité, étant donné que nous sommes déjà en plein dans la féodalité, les Juifs dépendent du souverain ou du suzerain local ou régional. Quel est le plus ancien témoignage que nous possédions de l'histoire de ce judaïsme alsacien? À part quelques documents dont je vous parlais tout à l'heure, je crois que c'est une pierre qui a été découverte vers 1870 en faisant des travaux dans la cave de l'imprimerie Berger-Levrault. C'est une pierre en grès
qui mentionne qu'une dame, Bruna, a offert à l'analogue 5 pièces d'or pour le souvenir de son mari. Cette pierre daterait, d'après Euting, qui était le spécialiste au début du siècle, de la seconde moitié du XIIe siècle. Donc comme partout ailleurs, les Juifs ont conservé d'abord l'hébreu. Ça c'est évident. Et tous les documents juifs que nous ayons de cette période ne sont que des documents en hébreu. Cette pierre par exemple, une autre pierre qui se trouve à Molsheim et qui est malheureusement impossible à déchiffrer parce qu'elle est trop abîmée, mais qui probablement se trouvait à la synagogue de Molsheim, et alors des quantités de pierres tombales et de fragments de pierres tombales que nous possédons de Strasbourg et d'autres régions également. Les stèles que vous voyez ici proviennent du cimetière juif de Strasbourg, qui était situé au Baseneck, à l'extérieur de la ville, où nous plaçons aujourd'hui la place de la République. L'endroit peut se délimiter entre le monument aux morts et le canal des faux remparts. Ces stèles mortuaires constituent pratiquement les plus anciens vestiges de l'histoire médiévale des Juifs d'Alsace. Elles portent des épitaphes révélatrices. Après celle d'un pieux vieillard, celle d'une femme, puis celle d'un martyr. Mais là, nous sommes déjà au XIVe siècle, qui constituera une ligne de rupture dans l'histoire du judaïsme alsacien. Jusqu'en 1348, il offre l'image de communautés bien intégrées, vivant modestement dans les villes et les villages, sous l'autorité du Saint-Empire germanique, épargnés par les croisades alors que leurs frères d'Allemagne subissaient de tragiques violences. Le musée du Cluny a conservé un autre souvenir, cette bague de mariage qui date du XIVe siècle. Cependant, les croisades avaient introduit dans toute l'Europe un esprit d'intolérance. Les Juifs alsaciens, dont les manuscrits d'époque ont conservé la fidèle reproduction des vêtements et atours, car quelques-uns étaient devenus riches et on le verra, le payèrent cher, ne furent pas épargnés. C'est ce dont témoigne cette célèbre truie aux Juifs de la collégiale de Colmar. Quelles sont les principales accusations lancées contre les Juifs au Moyen-Âge? Il y a les accusations d'ordre religieux qui sont avant tout la crucifixion de Jésus. Et ensuite, à partir du XIIe siècle, les meurtres rituels, bien qu'en Alsace, à ma connaissance, il n'est jamais dégénéré en massacre de juifs ou même en persécution. Également, l'accusation de profanation d'hostie. Mais comme écrivait Königshofen, qui était un moine et qui est le grand chroniqueur de Strasbourg, à propos du massacre de la peste noire, que c'est l'argent des Juifs qui a été le poison qui les a tués. Car s'ils n'avaient pas eu de l'argent, et si les autres ne leur devaient pas les créances, les Juifs n'auraient pas été tués. Nous en arrivons à la fameuse accusation des Juifs usuriers. Tout dépend de ce que l'on appelle usurier. Aujourd'hui, la notion d'usure n'a absolument rien de commun avec ce qu'elle était au Moyen-Âge. Et il existait déjà au XIIIe siècle une espèce d'alliance entre 10 villes alsaciennes qu'on appelait la décapole. Et ces 10 villes, entre autres, ont fixé elles-mêmes le taux d'intérêt qu'il serait licite de demander. Alors ce taux d'intérêt se situe à peu près à 51% l'année. Mais il faut comprendre que les prêts d'argent n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était des prêts à très court terme. Les risques étaient énormes. Et je devrais ajouter que ceux qui prêtaient ne prêtaient souvent pas leur propre argent, mais l'argent que d'autres leur confiaient, parce que l'Église interdisant aux chrétiens de prêter à intérêt, ils se servaient des Juifs comme intermédiaires et prenaient évidemment leur pourcentage, et un pourcentage souvent très élevé. Si nous ajoutons que au Moyen-Âge, les charges qui sont imposées aux Juifs et qui concernent pour Strasbourg seul la municipalité, l'empereur et l'évêque, les charges sont telles que pour avoir juste de quoi manger du pain, il fallait gagner 4 fois plus que ce qui était nécessaire pour l'acheter. Que restait-il donc aux Juifs
à faire pour gagner leur vie? Pendant très longtemps, les Juifs ont exercé toutes sortes de professions artisanales. On parle très peu en Alsace de Juifs qui étaient propriétaires terriens ou qui s'occupaient du travail de la terre. Peut-être à cause de la loi qui leur interdisait de posséder des propriétés autres que la maison d'habitation. Et puis, avec les corporations, on a interdit aux Juifs l'exercice de la plupart des métiers qui dépendaient de ces corporations et qui étaient liés plus ou moins à des symboles religieux également. Il fallait être chrétien pour appartenir. Je ne sais pas s'il fallait être chrétien, mais la corporation avait son patron, avait sa fête patronale, et il y avait toujours un caractère religieux qui était lié. Donc les Juifs ne pouvant pas faire partie de ces corporations, petit à petit, on les a exclus de la plupart des professions, on leur a donné uniquement des professions annexes, c'est-à-dire la revente des objets d'occasion, le commerce du bétail. Et c'est cela l'origine de ces professions célèbres pour les Juifs d'Alsace, célèbres jusqu'au XIXe siècle encore. On rencontre énormément de Juifs qui sont ou marchands de bestiaux, et quand je parle de marchands de bestiaux, ce sont surtout les bêtes à cornes, et pas du tout les chevaux. Les chevaux, c'est déjà un métier plus reluisant, c'est déjà un degré au-dessus, et les fripiers, c'est-à-dire ceux qui vendent des objets usagés. Donc les Juifs sont surtout des intermédiaires. Oh oui, ils le seront pendant très longtemps, jusqu'au moment où on leur donnera de nouveau les droits de vivre comme tout le monde. La plupart des communautés à cette époque-là sont des communautés situées dans les villes. D'abord parce que les villes sont mieux protégées et que les Juifs sont plus à l'abri des pillards. Et ensuite parce que dans les villes, ils ont la possibilité de vivre de leur commerce, de ce métier d'intermédiaire dont nous parlions tout à l'heure. Mais nous avons un témoignage du XIIe siècle qui est celui de Benjamin de Tudel, qui est un célèbre voyageur juif qui a traversé toute l'Europe, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, et qui cite Strasbourg parmi les communautés où il a passé comme étant une ville où il y avait beaucoup de savants et de rabbins, ce qui signifie qu'il y avait une vie intellectuelle beaucoup plus importante que tout ce que l'on pouvait imaginer à l'époque. Les Juifs à Strasbourg ne connaissaient pas de ghetto à ce moment-là, mais ils vivaient quand même, comme dans toute communauté, autour de la synagogue, du bain rituel, de la boulangerie où on faisait les pains azim, et de l'école où on envoyait les enfants. Et c'est ce quartier-là qui est devenu ensuite la rue des Juifs. Nous sommes à l'extérieur de la ville. Ici, à cet endroit à peu près, se trouvait le cimetière juif. Le cimetière juif de 1349, là où furent brûlés l'ensemble de la communauté juive. Si nous avançons, nous passons par la petite poterne des Juifs. Nous traversons, nous suivons le terre-plein qui se trouvait entre les deux parties du canal des fortifications. Nous retraversons et nous nous trouvons en face de la grande porte des Juifs. La porte des Juifs n'était pas une des entrées principales de la ville, mais c'était quand même une porte très imposante. Si nous passons sous la porte, par les petites ruelles, nous rejoignons la rue des Juifs, jusque là-bas, jusque vers la cathédrale. C'est à partir de la seconde moitié, dirais-je, du XIIIe siècle que la situation change profondément. Je pense que c'est en partie une conséquence du développement de la bourgeoisie. Les Juifs ont été, pendant tout le Moyen-Âge,
pratiquement les intermédiaires entre la classe populaire et la classe dirigeante, donc la noblesse, et c'est eux qui s'occupaient essentiellement du commerce. Les croisades ont ouvert le commerce au monde non juif également. Et ce sont surtout les citadins, les bourgeois qui se sont lancés là-dedans. À partir de ce moment-là, les juifs sont devenus pour eux surtout des concurrents. Les juifs de Strasbourg étaient des gens aisés, menant auprès de leurs concitoyens une vie paisible. Deux événements marquèrent la fin de cette vie paisible. Le premier, ce fut la peste noire. Les pestes étaient relativement courantes au Moyen-Âge, mais aucune n'atteignit en intensité celle qui commença en 1347 et qui causa à travers l'Europe environ 25 millions de victimes. Le bruit courut que c'étaient les Juifs qui étaient à l'origine de cette peste en empoisonnant les puits, en y jetant des poisons, des venins, comme ils disaient. On décida d'exterminer les Juifs. L'évêque de Strasbourg vota pour l'extermination. De retour à Strasbourg, le premier magistrat de la ville, Peter Schwaber, essaya de sauver un certain nombre de Juifs. Il les mit au Stolzeneck, qui se trouve géographiquement à l'intersection de l'actuel canal des Faux-Remparts et de la Bruche. Je pense qu'on pouvait, peut-être par un escalier, descendre de cet endroit et embarquer dans des petites embarcations, et par là, les Juifs auraient pu quitter la ville. Les corporations prirent les armes et réclamèrent la démission du magistrat. La semaine se termina le samedi par l'arrestation de tous les Juifs. On amena ceux qui avaient été abrités au Stolzeneck, on les amena tous sur leur cimetière au Wazeneck et on les fit monter sur un bûcher où ils périrent. Donc on peut imaginer leur passage ici. Ils suivaient donc, ils sont sortis par le Andreas Tur et furent conduits ici au cimetière où ils furent brûlés. La corne que je tiens en main est le fameux Grüßelorn. On sonnait du haut de la cathédrale de Strasbourg à 22 h tous les soirs pour intimer aux Juifs l'ordre de quitter la ville. La légende veut que, après la peste noire, ou plutôt au moment où les Juifs ont été brûlés à l'époque de la peste noire en 1349, les chrétiens ayant pillé la synagogue ont trouvé un chauffard. D'ailleurs, ce Grüßelorn a typiquement pour nous Juifs la forme d'un chauffard. Et pour les chrétiens, ce chauffard était la marque de la trahison, de la traîtrise des Juifs de Strasbourg. Il leur semblait que c'était avec ce chauffard qu'ils pouvaient avertir l'ennemi et attirer l'ennemi dans la ville de Strasbourg. Cette corne est devenue pendant des siècles, et c'est toujours ce que raconte la légende, la marque de l'infamie juive. En fait, cette corne de bronze date très certainement du XVIe siècle. On y voit l'écu de l'œuvre Notre-Dame. Il faut attendre l'émancipation et le fils de Cerbère, Max Cerbère, pour que cette corne soit précipitée du haut de la cathédrale et qu'on cesse enfin de sonner chaque soir pour chasser les Juifs de Strasbourg. Ainsi, dans l'histoire de l'antisémitisme, Strasbourg et les autres villes d'Alsace ont 2 siècles d'avance sur Venise, Rome et les ghettos d'Allemagne. Les Juifs n'y sont tolérés que durant la journée. Il leur faudra plus de 400 ans pour retrouver leur droit de cité. Tout ceci s'est trouvé coupé à la base au moment des massacres de la peste noire. Les Juifs de Colmar, de Mulhouse et de toutes les grandes villes et des communautés plus petites ont été ou brûlés, ou noyés, ou massacrés. C'est la destruction de toutes ces communautés. Y a-t-il des communautés anciennes qui ont complètement disparu à cette époque et qu'on ne retrouve plus? D'abord, je pense qu'on ne peut pas connaître toutes les communautés qui existaient avant la peste noire. On connaît celles qui sont mentionnées dans les Memorbücher, c'est-à-dire les fameux livres où on évoquait les martyrs, les livres des martyrologes au Moyen-Âge. Or, il n'est pas certain du tout que toutes les communautés s'y trouvent.
Et puis il y a des communautés qui étaient peut-être importantes au Moyen-Âge et qui ensuite ne se sont pas reconstituées parce que les villages n'étaient pas assez importants. Mais il y a une communauté qui a été la première victime antérieurement à la peste noire, c'est la communauté de Rouffach, où il y a eu un massacre, et plus jamais, après ce massacre, plus jamais les Juifs ne sont revenus à Rouffach. Il y a même une légende, peut-être est-ce plus qu'une légende, qui prétend qu'on a lancé l'anathème contre cette communauté et qu'aucun Juif, au cours des siècles, n'a cherché à s'y réinstaller. Non loin de Colmar, voici donc Rouffach, cité juive martyre, comme l'Alsace et surtout le Saint-Empire germanique, en comptèrent des dizaines. Au XIVe siècle, l'Europe vit dans l'obsession du diable et des complots sataniques. Mais Satan ne se laissant pas facilement arrêter, on lui trouva des suppôts, les Juifs, accusés de comploter la ruine de leurs voisins. Une véritable chasse aux sorcières commença. Le moindre conflit local se retournait contre les Juifs. C'est le cas de Rouffach, où l'évêque de Strasbourg et les habitants de la ville se querellèrent d'abord, puis s'accordèrent pour dépouiller les Juifs et les brûler vifs. Aujourd'hui, cette synagogue, qui a conservé ses formes antérieures, est devenue un cellier, mais Robert Weil a reconstitué son histoire. La synagogue avait à peu près la forme d'un carré de 10 mètres sur 11 mètres. Nous nous trouvons exactement devant le mur oriental. Ce que vous voyez ici, ce sont les traces de l'Aron HaKodesh. L'Aron HaKodesh était dans une abside, c'était un meuble placé dans une abside. Cette abside a été bouchée au XVIe siècle probablement, peut-être même avant. Et on voit encore ici une poutre qui devait faire partie de l'appareillage. Ce que vous voyez ici, c'est un rebord de pierre qui était destiné primitivement à supporter les luminaires, les chandelles, les bougies. Ces petits casiers que vous voyez ici étaient destinés à renfermer les livres de prière, le talit, les tefilines. On voit des traces de penture, ce qui indique qu'il y avait des petites portes. La synagogue, le sol de la synagogue, était à 70 cm au-dessous du niveau de la rue, ce qui montre bien que l'on descendait à la synagogue et probablement il y avait là quelques marches pour monter à l'Aron HaKodesh. La forme carrée de la synagogue et les niches qui se trouvent sur les 4 murs indiquent suffisamment qu'il y avait une estrade, une bima centrale. C'est là-dessus que se trouvait l'officiant, c'est là qu'on disait les prières et c'est aussi là que l'on lisait la Torah. Est-ce qu'on peut dire que la vie des Juifs après la peste noire est marquée par les expulsions? Certainement, parce que les Juifs ne sont reçus à ce moment-là que grâce au bon vouloir d'une municipalité ou d'un suzerain ou d'un seigneur féodal ou ecclésiastique. Dès le moment où la présence des Juifs l'incommode ou le revenu que doit lui rapporter les Juifs ne lui paraît pas suffisant, il est capable de les expulser du jour au lendemain. Mais étant donné qu'il y a un morcellement énorme en Alsace, il arrive très souvent qu'expulsés d'un endroit, ils peuvent trouver asile ou accueil dans un autre. Le tout pour eux, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour payer les taxes qu'on leur impose. Comment font-ils pour vivre une vie spirituelle dans une telle atmosphère de crainte? Je crois que ce n'est pas typique au judaïsme alsacien, c'est typique au judaïsme en général. Lorsqu'ils sont dans la vie quotidienne, en rapport avec la cité, en rapport avec leurs concitoyens qui ne les reconnaissent pas comme tels, ils sont des Juifs avec toutes les brimades qu'on leur impose. Quand ils rentrent chez eux, à l'intérieur de leur communauté ou à l'intérieur de leur foyer, ils redeviennent des êtres humains
avec tous les droits qui en découlent. Alors le Shabbat, les jours de fête, la vie familiale leur donne une possibilité de vivre plus intensément, et vivre plus intensément, à cette époque-là surtout, c'est vivre selon la tradition, c'est l'étude, c'est la pratique de toutes les exigences de la loi. Et le judaïsme alsacien, dans ce domaine-là, est exactement le pendant du judaïsme allemand, surtout du judaïsme rhénan. En commençant notre voyage dans l'histoire des Juifs d'Alsace par le Moyen-Âge, comme l'exige la chronologie, nous avons en quelque sorte mangé notre pain noir en premier. Ces Juifs auxquels on a imposé un chapeau pointu retrouvent certes, comme vient de le dire le grand rabbin Warschawski, leur dignité humaine et un peu de joie de vivre lorsqu'ils rentrent à la maison. Gageons qu'ils devaient alors enlever ce couvre-chef que l'on voulait infamant. Mais dans l'ensemble, ils ne sont pas heureux. Leur histoire est liée à celle des Juifs d'Allemagne, tels qu'ils sont représentés sur les enluminures médiévales et auxquels, par leur langage et leurs coutumes, ils ressemblent fortement. Or, l'histoire des Juifs du Rhin des deux côtés n'est qu'une longue suite de persécutions locales, de spoliations, de pressions et de chantage. L'histoire de Rabbi Meir de Rothenburg, le plus célèbre maître du judaïsme allemand que l'on consultait du monde entier, révèle cette profonde insécurité. Alors que les Juifs avaient un statut à part, ni chevalier, ni bourgeois, ni serfs, l'empereur Rodolphe Ier de Habsbourg voulut leur imposer en 1286 un statut de serfs, donc en faire des esclaves. Les Juifs protestèrent et sous la conduite de Rabbi Meir, beaucoup d'entre eux quittèrent l'Allemagne. Mais Rabbi Meir fut reconnu, arrêté et transféré en Alsace au château d'Ensisheim. Les Juifs allèrent jusqu'à proposer 25 000 livres d'argent pour retrouver leur maître. Mais les négociations échouèrent, d'autant plus que Rabbi Meir leur interdit de se prêter à ce qu'il faut bien appeler un racket. Il demeura donc 7 ans dans sa prison alsacienne d'Ensisheim, près de Strasbourg, c'est encore une prison aujourd'hui, et finit par y mourir en 1293. On le voit, la survie des Juifs dépendait toujours du bon vouloir des empereurs, des comtes d'Alsace ou des petits hobereaux. C'est pourquoi le plus célèbre des Juifs d'Alsace fut Josselmann de Rosheim, un Stadtland, c'est-à-dire un intercesseur, l'ambassadeur et le défenseur des communautés. Il fut reconnu officiellement comme le chef des Juifs, il signait ses lettres commandeur de tous les Juifs et consacra sa vie à intervenir auprès de la Diète et des empereurs Maximilien et Charles Quint. Sa ville natale lui a rendu hommage et son effigie est en bonne place dans la salle du conseil municipal de Rosheim, où un tableau résume sa vie. S'il est honoré ici, c'est qu'il sut intercéder non seulement pour ses frères juifs, il obtint une lettre de protection de l'empereur Charles Quint, mais se dépensa également pour sauver sa ville natale de Rosheim de brigands qui l'assaillaient. Les Juifs n'étaient pas les seuls à cette époque à être rançonnés, et la ville de Rosheim n'a pas oublié son sauveur. Pendant près de 1000 ans, ces Juifs alsaciens, qui auraient pu dire aisément « nous sommes tous des Juifs allemands », survécurent donc difficilement aux convulsions politiques qui ébranlaient le Saint-Empire germanique. Ils posèrent cependant le jalon d'une très riche histoire à laquelle nous consacrerons toute une série d'émissions et qui reste vivante. Dans 15 jours, nous retrouverons les Juifs du Rhin, mais cette fois, comme les autres Alsaciens, ils seront devenus français. Nous apprécierons la différence. Côté des Juifs d'Alsace qui vécurent tout d'abord dans la mouvance de l'Allemagne, comme nous l'avons vu dans notre précédente émission. Aujourd'hui, nous allons voir comment ces Juifs vont devenir français sous Louis XIV, puis lutter sous la Révolution française pour l'égalité des droits. L'histoire même de ce cimetière que nous conte le grand rabbin Warschawski montre bien la précarité de la situation des Juifs avant que l'Alsace, en 1648, ne soit rattachée à la France. Rosenwiller est un petit village à 2 km de Rosheim, qui était une communauté importante. Rosenwiller ne représente qu'un cimetière. Il n'y a jamais eu de véritable communauté juive. Y habitait en général le fossoyeur juif, le responsable du cimetière et sa famille. Et ceci pendant très longtemps. Et ce que représente Rosenwiller, c'est un des plus anciens cimetières juifs en Alsace. Dans la seconde partie de l'histoire juive qui va des expulsions ou des persécutions de la peste noire jusqu'à la Révolution, les Juifs ont formé de toutes petites communautés.
Et s'ils étaient plus ou moins tolérés dans tel village ou dans tel petit bourg, on ne leur donnait pas toujours de terrain pour y faire des cimetières. Par conséquent, les Juifs ont acquis en Alsace, ou des terrains qu'ils ont agrandis de plus en plus au fur et à mesure, et il y a eu des nécropoles qui étaient des nécropoles centrales. Le cimetière du Haut-Rhin le plus célèbre, c'est celui de Jungholz, près de Sulz. Dans le Bas-Rhin, les plus célèbres sont celui de Ettendorf, près de Hochfelden, et le cimetière de Rosenwiller, près de Rosheim. Le cimetière est énorme. Il a été acheté en 3 ou 4 étapes, au fur et à mesure que les parcelles se remplissaient. Mais Rosenwiller a été la nécropole pour tous les Juifs de la région, aussi bien de Molsheim, de Mutzig, de Rosheim, de Nidernais. Et quand je parle de Mutzig, Nidernais, ce sont 2 centres rabbiniques jusqu'au moment de la Révolution. Ça, il faudrait peut-être en parler tout à l'heure. Monsieur le grand rabbin, vous parlez de petites communautés. Est-ce qu'on peut s'imaginer la taille de ces communautés? Écoutez, lorsque le recensement de 1784 a été fait, la communauté la plus importante d'Alsace, numériquement, était celle de Bischheim. Et elle comprend à ce moment-là, je crois, 87 familles et une population totale de moins de 500 âmes. Ça, c'est la plus grande communauté avant la Révolution. Alors, les communautés sont des communautés qui varient de 5-6 familles avec de 20 à 30 personnes à 60-70 familles pour les communautés les plus importantes. Aucune comparaison avec ce qu'étaient les communautés avant la peste noire. Le nombre des Juifs qui ont été brûlés à Strasbourg en 1349 est d'après le chroniqueur, mais c'est à prendre avec réserve, de 2000. Or, il n'y a plus de communautés de ce genre-là. Ce sont de toutes petites communautés, et ces communautés ont souffert, comme toutes les communes d'Alsace, au moment de la guerre de 30 ans, ont été totalement décimées, et l'Alsace s'est reconstituée au point de vue de la population, et les communautés juives, elles aussi, à partir de 1648, c'est-à-dire à la fin de la guerre de 30 ans. Et par conséquent, une nécropole comme Rosenwiller, qui date du XVIe siècle certainement, mais peut-être déjà avant, couvre une très grande superficie, mais c'est pour une période de 300-400 ans. Et la deuxième partie du cimetière de Rosenwiller nous amène jusqu'aujourd'hui. Monsieur le grand rabbin Warszawski, je crois que l'un des moments clés du judaïsme alsacien, c'est lorsque l'Alsace devient française en 1648. Oui, 1648 marque la fin d'une période de troubles terribles qui était la guerre de 30 ans. Et l'Alsace doit se relever de ses ruines à tous les niveaux, aussi bien dans les communes que dans les villes. Et pour les communautés juives, nous rencontrerons la même chose. Or, il y a dans toute l'Alsace, au début du XVIIe siècle, peut-être 500 juifs. Et entre 1648 et la Révolution française, la communauté va augmenter jusqu'à près de 20 000 âmes. Or, c'est cette période-là qui est la période la plus importante. L'Alsace a encore ses suzerains. Et les communautés juives de toute la période du XVIIIe siècle seront placées non seulement sous l'obédience du roi de France, mais également sous celle d'un certain nombre de pouvoirs qui ne sont plus féodaux, mais qui sont quand même autonomes. Mutzig est le siège du rabbinat dépendant de l'évêché de Strasbourg. Les Hanau-Lichtenberg ont leur rabbinat qui se trouve à Buxwiller. Haguenau a un rabbinat qui couvre tout le nord de l'Alsace. Et Nidernais, à côté d'Obernai, est le rabbinat de la noblesse immédiate d'Alsace. Et au cours du XVIIIe siècle, chacune de ces villes aura non seulement un tribunal rabbinique, mais probablement également des écoles talmudiques.
Et tous les rabbins du XVIIIe siècle, dont le plus grand nombre provient d'Alsace même, mais d'autres viennent d'ailleurs, de l'autre côté du Rhin, et sont installés en Alsace. C'est eux qui constitueront le cadre spirituel, et j'allais presque dire administratif aussi, de la communauté juive en Alsace. C'est l'époque également où les Juifs sont représentés par ce qu'on appelle des préposés, des parnassim, qui sont des représentants des communautés, et qui ont, au cours du XVIIIe siècle, choisi parmi eux les plus importants, qui seront des préposés généraux, qui seront les porte-parole du judaïsme d'Alsace vis-à-vis des autorités. Sujet du roi de France, depuis Louis XIV, les Juifs ont gagné la stabilité politique. Certes, ils ne sont pas admis dans les villes, mais on ne peut plus les expulser des villages. La lente reconquête du droit de cité va se faire dans le sillage d'un juif d'Alsace dont la réussite allait contribuer à ébranler les préjugés, Serfbert. Il y avait environ 20 000 juifs en Alsace et qui vivaient dans les villages, puisque dans les villes, ils étaient interdits de séjour. Et leur situation économique était en général extrêmement mauvaise, c'est-à-dire qu'ils étaient très pauvres, presque tous, avec quelques-uns qui émergeaient un tout petit peu, et une ou deux familles aisés, je ne dirais peut-être pas jusqu'à dire riches, quoique peut-être, on peut le dire. Parmi eux, il y avait Serfbert. Et Serfbert s'était enrichi dans la fourniture des vivres à l'armée, et en particulier du fourrage. Il faut se rendre compte que le fourrage, c'est-à-dire la nourriture qu'on donnait aux bêtes et aux chevaux en particulier, représentait l'essence pour ce temps-là. Et donc les armées qui passaient par l'Alsace avaient d'énormes besoins en consommation de fourrage. Et Serfbert a monté avec ses fils, quand ils ont grandi, une entreprise de fourniture pour les armées, de blé, de vivres en tout genre et spécialement de fourrage. Et il a ainsi rendu des signalés services à la couronne, d'abord à Louis XV, ensuite à Louis XVI, et il a été en particulier le protégé, dans une certaine mesure, du ministre Choiseul. Et à cela, il a dû d'être entendu à Versailles. Et c'est pour ça qu'il joue le rôle d'une figure de proue dans l'histoire du judaïsme d'Alsace. Il a été le porte-parole des, je ne peux pas dire des revendications, parce que le terme serait trop fort, mais enfin des complaintes des Juifs d'Alsace auprès de la couronne, de toutes les discriminations dont ils étaient l'objet, et la première que, par son mérite en très grande partie, on a réussi à écarter, c'est le péage corporel. En 1784, donc quelques années avant la Révolution, Serfbert a obtenu de Louis XVI que les Juifs d'Alsace n'aient plus à payer un droit de péage, un droit d'octroi, quand ils passaient d'une ville à l'autre, notamment à l'entrée de Strasbourg. Les Juifs devaient payer un droit pour entrer, comme le bétail. C'était extrêmement humiliant. Ce n'était pas tellement pour une question d'argent, bon, ça jouait aussi, mais le fait qu'il soit rabaissé au rang de marchandise, c'était extrêmement humiliant. Bon, je ne dirais pas que le mérite en revient seul à Serfbert. Il y a eu toute une tentative dans l'esprit des Lumières du temps, une certaine influence aussi de l'édit de tolérance de l'empereur d'Autriche Joseph II. Mais un grand rôle revient dans cette affaire à Serfbert, et les Juifs d'Alsace y en ont été très reconnaissants. Ça a été un premier pas vers l'émancipation des Juifs, c'est-à-dire vers l'égalité accordée aux Juifs, que seuls les Juifs obtiendront avec la Révolution française. Pour les Juifs d'Alsace, la Révolution, ce sera surtout la possibilité de vivre tranquille, c'est-à-dire de vivre comme tout le monde, s'installer où on veut, se marier comme on veut. Jusqu'alors, il fallait une autorisation pour se marier, et beaucoup de communes ou beaucoup de seigneurs n'acceptaient pas plus qu'un nombre X de familles juives, et il fallait attendre que les parents meurent pour qu'un fils puisse se marier et prendre leur place. Déjà avant la Révolution, en 1783 ou 84, lorsque Louis XVI a chargé Malesherbes d'étudier le problème juif, après l'avoir chargé d'étudier le problème protestant, on était déjà arrivé à la conclusion de laisser les Juifs exercer un certain nombre de professions, ce qu'on appelle les professions utiles, comme l'artisanat, l'industrie, etc., et également une possibilité plus large de s'établir dans tel ou tel endroit, et pour les enfants de se marier.
Depuis 1394, la France est vide de juifs. Les communautés que vous apercevez en bas à droite, ce sont celles du comtat venessin. Elles font partie des États du pape. L'Alsace, grâce aux conquêtes de Louis XIV, constitue donc un cas particulier de tolérance. Pourtant, avant de devenir le premier juif admis à Strasbourg, Cerbère dut mener un long combat. Cerbère habitait Bischheim, la proche banlieue de Strasbourg, et allait dans la journée, comme beaucoup de juifs de Bischheim ou des autres faubourgs, faire leurs affaires à Strasbourg, mais le soir, à 10 heures, au couvre-feu, ils devaient sortir. Et par des lettres patentes, personnelles, reçues de Louis XVI, Cerbère a reçu le droit d'habiter Strasbourg avec sa famille, qui était une famille nombreuse. Il avait 4 fils et 4 filles, et toute la famille est allée habiter Strasbourg. Et comme c'était un juif très pratiquant, il faisait tous les jours la prière dans sa maison, mais comme les juifs n'avaient pas le droit d'avoir de synagogue à Strasbourg, pour les fêtes de l'année juive, il devait aller à Bischheim, et il avait une maison à Bischheim, une maison à Strasbourg. Je dis qu'il était assez riche, et c'est à Bischheim qu'il célébrait les fêtes juives avec son beau-frère, le rabbin David Sinsheim, qu'il avait fait venir pour diriger une yeshiva qu'il avait fondée à Bischheim. Et David Sinsheim, qui a été un grand savant, auquel pendant longtemps d'ailleurs on a fait tort, mais depuis quelques années on se rend compte qu'il a été vraiment une personnalité rabbinique de grande envergure, depuis qu'on a publié ses œuvres. Sinsheim va devenir une personnalité montante dans l'histoire du judaïsme de France, de ce petit poste de Bischheim. À l'issue de la Révolution, il va devenir, sous Napoléon, président du Sanhédrin en 1807, convoqué par Napoléon, et il sera le premier grand rabbin de France. Le premier, mais non le dernier. Tout au long du XIXe siècle, l'Alsace sera la pépinière du rabbinat français. Tous les grands rabbins en furent originaires. Et ce premier grand rabbin de France, David Sinsheim, est associé à une découverte passionnante. Une tradition veut en effet qu'il ait vécu ici, à Bischheim, rue Nationale, dans cette maison. Ce qui étaye cette tradition, c'est que les linteaux de cette maison conservaient la mezouza, cet étui muni de textes bibliques que les Juifs mettent aux portes de leur maison. Or, au fond du jardin, sous le hangar, on a retrouvé un bain rituel, en hébreu mikvé, qui constitue à la fois l'un des plus anciens, mais aussi l'un des plus étonnants et des mieux conservés parmi les monuments juifs de France. Enfoncé à 7,50 mètres sous terre, ce mikvé était, comme l'exige la loi biblique, alimenté en eau naturelle grâce à la présence d'une nappe d'eau. Les fidèles y accédaient par un escalier qui menait au bassin où ils venaient faire leurs ablutions rituelles. Le confort des fidèles était assuré. Des niches permettaient d'y installer des bougeoirs et un vestiaire, aujourd'hui condamné, leur permettait de se préparer au bain rituel. Enfin, des ouvertures dans le plafond permettait de verser de l'eau chaude afin de réchauffer le bain. Aujourd'hui, la nappe d'eau a disparu, le bain est à sec. C'est probablement ce qui explique qu'il ait pu être si bien conservé. Si le rabbin Sinsheim a vraiment habité ici, il se sera servi de ce bain que les femmes utilisaient chaque mois et les hommes en diverses circonstances, notamment la veille des grandes fêtes. La rampe torsadée de cet escalier, qui porte la signature d'un tailleur de pierre, ressemble fortement à un ouvrage identique trouvé à Colmar et daté de 1564. Robert Weil a réussi à identifier l'auteur de cette rampe, qui a également travaillé pour la cathédrale de Strasbourg, et ce bain rituel date donc vraisemblablement du XVIe siècle, peut-être même plus tôt. Mais revenons au XVIIIe siècle. Les Juifs espéraient que la Révolution française, après la liberté, et en attendant la fraternité, leur accorderait au moins l'égalité. Et la question des Juifs d'Alsace fit l'objet d'un débat passionné, local puis national. Lorsque les
les États généraux se sont réunis, les cahiers de doléances en Alsace se plaignaient des Juifs. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la profession fondamentale des Juifs était celle d'intermédiaire et celle du prêt de l'argent. Les Juifs ont donc été attaqués surtout par leurs débiteurs, parce qu'on aime bien emprunter de l'argent, mais lorsqu'il s'agit de le rendre, c'est un autre problème. Et alors on a accusé les Juifs d'être un danger pour la province. Si on leur accordait les droits civiques, ils mettraient la province à sac. Et chaque fois que le problème des Juifs d'Alsace avait été soulevé à l'Assemblée, les députés alsaciens, en particulier rebelles, s'étaient élevés avec violence et ont prétendu que s'ils s'opposaient aux droits civiques pour les Juifs, c'était dans l'intérêt des Juifs, parce que si on leur accordait ces droits, il y aurait une révolution dans la région contre eux et ils se feraient massacrer. D'ailleurs, quand on a craint que les Juifs ne reçoivent l'égalité, il y a eu de véritables émeutes anti-juives en Alsace et pas mal de Juifs ont dû s'enfuir, en particulier vers Mulhouse-Bâle. Mulhouse, à ce moment-là, n'était pas encore français, et se réfugier en attendant que ces émeutes cessent. Quand la stabilité est revenue avec le directoire et ensuite avec le consulat et l'Empire, je pense que les Juifs d'Alsace ont eu un immense espoir dans cette égalité qui leur était enfin accordée. On sait que dans le Sud, certains Juifs ont participé à l'effort révolutionnaire, même comme soldats. Est-ce que ça a été le cas en Alsace? Ça a été le cas en Alsace quand l'égalité a été donnée, c'est-à-dire après septembre 1791. Ça a été encore plus vrai en Lorraine et à Paris. Il a fallu un certain temps aux Juifs d'Alsace pour comprendre quel était le sens de leurs droits devenus droits pléniers, pour aussi faire taire le plus gros des stéréotypes anti-juifs et des quolibets anti-juifs qui se répandaient. Mais très vite, les Juifs d'Alsace se sont distingués par un nationalisme français très très marqué, qui restera, jusqu'à l'époque contemporaine, une des marques du judaïsme alsacien. Un très fort attachement à la France qui a émancipé les Juifs, la première en Europe, et a donné à ces Juifs d'Alsace des peints comme des pauvres colporteurs de bas étage, de leur avoir permis d'être des citoyens à part entière. La juiverie alsacienne était très très francophile, pour des raisons historiques qu'on connaît, la Révolution, et aussi Napoléon. Je crois qu'ils étaient tous très bonapartistes en plus, c'est très curieux tout ça. Il y avait un culte de Napoléon dans ma famille paternelle, parce que mon grand-père Jules, il était le tambour-major de la dernière classe de conscrits français sous Napoléon III. Et il a gardé sa canne de tambour-major, que j'ai chez moi, à Jérusalem, et il a gardé ses pantalons rouges de Garance, de soldats français de la classe de 1869, jusqu'à sa mort, dans les années 30 de ce siècle. Et j'ai vu tout cela dans mon enfance. J'ai été élevé dans cette mythologie. L'Assemblée constituante finira par voter le 28 septembre 1791 l'émancipation des Juifs. Dorénavant, les Juifs français et les Alsaciens, constitués la grande majorité, étaient des citoyens à part entière. Ils ne furent pas acceptés pour autant par leurs concitoyens alsaciens. Si les Juifs constituaient pour la plupart une sorte de prolétariat, il y avait en Alsace un sous-prolétariat, la paysannerie, qui les détestait. Des désordres, on l'a dit, éclatèrent. Napoléon finit par se demander si les Juifs étaient susceptibles d'être intégrés et ouvrit une enquête. Monsieur le grand rabbin, quelle a été l'attitude de Napoléon envers les Juifs et en particulier envers les Juifs alsaciens? Je pense que l'attitude de Napoléon était surtout une attitude d'ignorance au départ. Et il a été très influencé par les plaintes qu'on avait proférées à l'égard des Juifs d'Alsace lorsqu'il est revenu de la bataille d'Austerlitz. Et c'est ce qui l'a amené.
a essayé de résoudre le problème juif en convoquant une assemblée de notables à Paris et en la faisant suivre par une assemblée de doctrinaires qui était le Grand Sanhédrin. Et ce Grand Sanhédrin était composé de rabbins pour les 2 tiers et de laïcs pour le tiers restant, choisis parmi les Juifs de France, d'Italie et d'Allemagne, ce qui faisait l'Empire à l'époque. À partir des décrets napoléoniens, le sort des Juifs change, sur le plan administratif. Sur le plan administratif, vous avez bien fait de préciser. Oui, à partir de ce moment-là, il y a une organisation du culte juif en France, la création d'un consistoire central qui coiffe le tout, qui doit surtout être l'intermédiaire entre la communauté juive de l'Empire et les autorités ministérielles. Les consistoires sont créés dans tous les départements, groupes de départements, chaque fois où il y a 2000 juifs. Et à la tête du judaïsme français, il y a 3 grands rabbins, parmi lesquels l'ancien, c'est David Sinsheim. Mais pendant tout le 19e siècle, les rabbins concordataires, le terme n'est pas juste pour ce qui concerne les juifs, mais on l'utilise couramment, les rabbins concordataires en France, et ceci jusqu'au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État, seront dans une proportion de plus de 90% des rabbins nés en Alsace. Lorsque l'Alsace passe sous le régime allemand, les rabbins continuent à être fonctionnaires. Et lorsque l'Alsace revient à la France, se pose un problème administratif. Que va-t-on faire avec les fonctionnaires du culte? Eh bien, le problème ne s'est pas posé avec la France. Le problème s'est posé en 70, lorsque l'Alsace a passé sous l'emprise allemande. Les Allemands n'avaient pas de concordat. Mais ils n'ont pas voulu troubler la paix religieuse qui existait, et ils ont maintenu le concordat pour les ministres des cultes en Alsace. Et lorsqu'en 1918 l'Alsace est revenue à la France ne pouvait pas faire moins que n'avait fait l'occupant, et a gardé jusqu'aujourd'hui le même statut, bien que depuis 1905 la séparation s'était faite pour le reste du pays. בסוך מצרים כיוצאו ליל. Véritable berceau du judaïsme français, l'Alsace a donc conservé jusqu'aujourd'hui un statut à part. Tout comme les curés et les pasteurs, ces ministres du culte et rabbins sont rétribués par l'État. Ils émargent au budget du ministère de l'Intérieur. C'est là la conséquence du désir de Napoléon de réglementer les cultes, et les avatars de l'Alsace ont fait que les lois napoléoniennes, le concordat, soient toujours en vigueur ici. Frédéric Raphaël, je crois qu'après la déclaration des droits de l'homme, c'est le concordat, et ce sont les lois de Napoléon qui changent sur le plan administratif la condition juive. Oui, mais je crois qu'il y a là une mutation. Les lois napoléoniennes vont, si vous voulez, bouleverser le statut administratif des Juifs, vont leur demander par exemple de prendre des noms, patronymes, mais en même temps, c'est un mouvement à l'intérieur de la communauté juive d'Alsace qui va être source de changement. Un mouvement qui va d'abord essayer, et le terme n'est pas très joli et très condescendant, de régénérer les Juifs d'Alsace. Comment? En leur apprenant des métiers manuels. Seulement, les notables juifs qui ont décidé, si vous voulez, d'apprendre, d'enseigner ces métiers manuels, pensaient et effectivement se sont intéressés aux enfants pauvres. Ces métiers manuels étaient bons pour les enfants pauvres. Et on voit à Strasbourg, à Mulhouse, s'instaurer parmi les premières écoles du travail juives et écoles du travail tout court en France. Les enfants y logent et sont placés, et on a beaucoup de mal à trouver des artisans non juifs qui les accueillent pour leur apprendre le métier. Alors toute une promotion des Juifs d'Alsace va se faire par ce biais. Et puis il y en a une autre qui me paraît tout à fait significative, c'est que dans les communautés, les maîtres d'école juives vont repérer les enfants doués, ceux qui apprennent bien à l'école. Ce sont souvent des enfants très pauvres. Et quel est le signe même de la réussite pour ces enfants? Qu'est-ce qu'on veut en faire? On va en faire des rabbins. Et souvent toute la communauté va se cotiser pour permettre à cet enfant un peu doué, mais venant de familles pauvres, de faire des études à l'école rabbinique, soit à Metz d'abord, puis à Paris. Et on arrivera à cette situation, vers la fin du 19e siècle, que 99%
du rabbinat français va être composé de juifs venus d'Alsace. Ça, c'est la deuxième voie de promotion. Et puis, il y en a une autre, qui est la voie de l'armée. Au début, comme je l'ai dit, l'armée a mauvaise presse, on ne remplit pas très facilement, parce que ceci suppose exposer sa vie, et surtout parce que cela suppose de rompre avec les lois, les pratiques traditionnelles. On ne peut plus manger cachère. On ne peut plus On ne manger peut plus cachère. respecter le Shabbat. On ne peut pas respecter le Shabbat, et ceci est fort mal vu. Et souvent, des communautés vont à nouveau se cotiser pour permettre de ce qu'on appelle racheter un soldat, c'est-à-dire envoyer quelqu'un d'autre, moyennant finance, à la place du garçon pauvre qui a été choisi pour l'armée. Mais ceci ne va durer qu'un temps. Et progressivement, au fur et à mesure que les Juifs s'identifient avec la France, qu'un patriotisme de plus en plus chauvin va se développer, eh bien, il sera une promotion pour les jeunes Juifs pauvres d'Alsace que de faire carrière dans l'armée. Et alors, il y a une pléthore, un épanouissement d'officiers, de généraux qui feront la fierté de leur communauté. Et pendant très très longtemps alors, ce patriotisme français ne va pas cesser, si vous voulez, de s'affirmer. En fait, le capitaine Dreyfus de l'affaire est un descendant de juifs alsaciens. Oui, mais c'est un capitaine parmi d'autres. Et je dois dire que si son aventure a été traumatisante, si elle est exemplaire par toute la charge de haine qu'il a sentie autour de lui, elle n'est pas exemplaire, si vous voulez, ou du moins elle n'est pas isolée, je veux dire, en ce qui concerne la voie de promotion des Juifs d'Alsace. Après 1918, lorsque l'Alsace fait retour à la France, les Juifs retrouvent avec joie une patrie qu'ils n'ont jamais cessé d'aimer. Leur histoire ne s'arrête pas là. Il s'est passé bien des choses depuis qui ont transformé le visage du judaïsme alsacien. Nous y reviendrons. Mais au cours de ce premier volet, plus spécifiquement historique, nous n'avons pas eu le temps de vous parler de qui caractérise ses particularités, sa tradition, sa langue, son âme, bref, la civilisation des Juifs d'Alsace. Ce sera le sujet d'un nouveau voyage que nous vous proposerons à l'automne. Maintenant, Présence protestante, une